Donc mon troisième point, je vais enchaîner maintenant, ça va être de vous parler, de continuer sur ce registre, des parasites. Donc la question des parasites et de la prédation invisible. Très important quand on aborde cette question de la matrice, il faut aller encore plus loin sur ces entités qui littéralement nous accrochent et nous orientent. Je vais encore citer Castaneda parce que il nous donne des images très intéressantes. Carlos Castaneda qui évoquait des entités, alors en anglais c'était les Mud Shadow Flyers, qu'on a traduit dans la littérature en français par les planeurs ou les ombres de la nuit. Mais c'est très intéressant ce mot anglais, mud, la boue, shadow, l'ombre, flyers, des choses qui planent, qui volent. Et ça, ce sont effectivement des images auxquelles on est habitué maintenant grâce au cinéma, parce que dans beaucoup de films d'horreur ou de science-fiction, comme on dit, est-ce vraiment de la science-fiction? Mais dans beaucoup de ces films, Harry Potter par exemple, qui sont quand même des grandes opérations de manipulation mentale à l'échelle mondiale, euh, vous voyez ce genre de planeurs, ces grandes ombres, je sais plus, il leur donne un nom d'ailleurs dans Harry Potter, je l'ai pas cherché là, mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont me l'écrire en commentaire. Ces espèces d'ombres qui aspirent l'énergie des vivants. Oui, Castaneda parlait de ces entités lui aussi qui se nourrissent de la conscience. Mais je ferme la parenthèse Castaneda, parce que dans d'autres traditions, on parle, là encore, d'archontes, je vous ai parlé des gnostiques, ou d'entités de l'astral, des fantômes, des ombres, ou en tout cas de formes pensées parasitaires. Je sais qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup le mot des walk-in. En fait, vous savez, les modes passent, les mots changent, mais la base reste la même. Aujourd'hui, on parle donc des walk-ins, finalement, d'âmes qui intégreraient le corps d'autres individus, alors que ce soit sous forme de contrat d'âme ou que ce soit sous forme de canalisation, peu importe. Dans d'autres traditions, dans la théosophie, on parlait d'adombrement. Ad, ombrement, ombre, qui fait ombre sur. Quand on y pense 2 secondes, c'est quand même pas réjouissant de se dire que une autre entité fait ombre sur nous et que l'espace d'un instant ou d'une période de notre vie, on va être occupé par une autre présence. Vous allez me dire, oui, mais non, c'est pas ça, Johan, c'est en fait un grand être de lumière et d'amour qui utilise le corps qui a été préparé par un être pour lui offrir un véhicule d'incarnation. Attendez, vous êtes en train de me dire que dans une matrice ou dans un monde où les êtres énergie peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont obligés de vous dégager du corps? Ils peuvent pas matérialiser un corps de matière à part entière? Ils peuvent pas utiliser un Maya Virupa? Ils peuvent pas manifester de toutes pièces un corps physique? Ils sont obligés de vous dégager? Pousse-toi de là que je m'y mette? Ça s'appelle du vampirisme. Ça s'appelle de la possession. Que ce soit du walk-in, de l'adombrement, comme on parle dans Nouvel Âge, c'est de la possession. Ce sont des entités qui prennent possession de votre corps. Parce qu'ils ont besoin de cette densité matérielle qu'ils n'ont plus, auquel ils n'ont plus accès. Temporairement en tout cas. Mais donc leur mode d'action est simple, ils se nourrissent de ce que nous projetons. Et si ce que nous projetons est une bonne nourriture pour eux, ils vont vraiment flairer la proie, ils vont flairer la peur, ils vont flairer la honte, ils vont flairer la colère. C'est la nourriture facile tout ça pour eux. Et donc ce sont autant de portes que l'on ouvre à ces entités. Mais aussi, vous allez me dire, ouais, ouf, ça bon, c'est bon, moi je suis pas dans la peur, je suis pas dans la honte, je suis pas dans la colère. Non, mais vous êtes peut-être dans l'amour projeté, dans la prière, dans l'adoration. Même ces élans deviennent des ressources pour des structures non bienveillantes. Pensez, regardez, pourquoi est-ce que la culture, la pop culture moderne, adore nous projeter à la figure des idoles, des stars? Depuis les années 80, on n'a jamais autant parlé de stars. Et aujourd'hui, c'est plus les stars, c'est les influenceurs. Parce qu'en fait, une star, une étoile, rappelons-le, une étoile quand même. Quelque chose qui brille là-bas, au loin. Qu'on met sur un piédestal, donc. Comme une statue, comme un dieu. Pourquoi est-ce qu'on vous dit toujours le glamour? Le glamour des vedettes, le glamour d'Hollywood. Être glamour, le maquillage, la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique, avoir un beau corps. Enfin, c'est même plus un beau corps, là. C'est. Parce que le glamour, je vous l'avais déjà dit, glamour, ça vient du mot grammaire. Ça vient du mot grimoire. C'est le fait de jeter un sortilège. Un grimoire, c'est un livre dans lequel on inscrit des sortilèges. Pour manipuler les gens. Pour jeter des sorts. Pour les ensorceler, donc. Le glamour, c'est ce qui ensorcelle les gens.
par l'adulation, par l'adoration, par le phénomène de star. Mais détrompez-vous, si vous me dites oui, mais moi je m'en fous des stars d'Hollywood. Oui, mais vous avez vos stars spirituelles, non? Vous les avez, vos stars spirituelles, qui remplissent des stades, auxquels vous allez à des séminaires où il y a 10 000, 20 000 personnes, et il y a une espèce d'effervescence pendant 4 jours, vous êtes boosté à bloc, et puis après, ça retombe. Donc vite, il faut retourner à un autre séminaire pour remonter en flèche. C'est la même chose. Les rencontres galactiques, les séminaires de développement personnel avec la vedette qui vient ici vous booster dans le développement des pensées positives. C'est la même chose. C'est la même chose. Je suis désolé si ça vous fait pas plaisir, mais et je vous demande pas de me croire, je vous demande de regarder le mécanisme. Le mécanisme, lui, ne trompe pas. Il existe donc, oui, effectivement, des récits dans ce monde de, comment dire, sur la culture, excusez-moi, des parasites et des prédations invisibles. On parle des gardiens du seuil. Hein, ces parasites, ces entités qui gardent le seuil et qui exigent une forme de péage énergétique. Retenez ce mot, parce que je vais en reparler, de péage énergétique. Dans notre monde matériel, il y a aussi cette escroquerie organisée des péages. On est bien d'accord. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Une escroquerie organisée autour du péage énergétique. Vous devez payer un tribut. Et si j'utilise cette image, c'est pour dire ceci, c'est que quelque part, il y a des mécanismes qui attendent notre consentement. On consent à donner une partie de nous pour s'emparer d'une part de notre puissance. Regardez comme c'est bien fait. Je vais reprendre l'image des péages routiers. Je parle bien du monde physique. Dans le monde physique, on accepte d'utiliser des axes sur lesquels il y a des barrières qui forcent notre conduite, qui nous obligent de nous arrêter, qui nous obligent de donner de l'argent, du pouvoir d'achat, et on consent à donner à une structure plus grande que nous une forme d'énergie, le pouvoir d'achat. Nous consentons donc à utiliser ce mécanisme d'asservissement, cette escroquerie organisée. Eh bien, l'escroquerie organisée, elle fonctionne exactement dans le monde invisible et de l'astral. Je fais une parenthèse ici qui me paraît très importante, parce que je me suis longtemps demandé comment on pouvait expliquer le phénomène, par exemple, des guérisseurs magiques. Bon, je vais donner le nom de Jean de Dieu, mais je ne veux pas vous cristalliser que sur Jean de Dieu. Il y en a beaucoup des guérisseurs magiques. C'est vrai que c'est souvent dans les cultures anciennes, ou alors plutôt en Amérique du Sud, mais il y en a aussi en Occident et dans l'Europe du Nord. L'idée, effectivement, qu'un être humain, homme ou femme, peu importe, réalise des miracles. Il peut passer à travers la chair, il peut réaliser des guérisons spontanées, et ça marche. Ça marche. Il y a des guérisons spontanées, il y a des rémissions, il y a des réparations fulgurantes de fractures, de maladies. Ça marche. Comment expliquer qu'un être humain puisse réaliser de tels miracles? Et comment expliquer que ce même être humain, quelque temps après, est arrêté pour trafic d'êtres humains, pédophilie, viol, des choses horribles? On dit comment c'est possible? Alors vous allez me dire non, mais Johan, c'était un coup monté, c'était un truc, Jean de Dieu, c'était un truc avec Jair Bolsonaro, c'était l'État profond, c'était un coup politique. Je m'en fous, on s'en fout. Je vous ai dit, c'est pas Jean de Dieu la question. La question, c'est ces êtres humains qui, à un moment, sont auréolés, entourés d'une gloire ou d'une puissance surnaturelle magique, qui réalisent bel et bien des miracles, comment dans le même temps ils peuvent avoir des attitudes humaines aussi lamentables? Eh bien en fait, j'ai compris, et je pense sincèrement que c'est parce que ces entités, dont on parle là depuis le début, ces entités octroient, par le biais du péage énergétique, elles octroient des dons et des capacités extraordinaires à des êtres qui vont représenter des bons rabatteurs. Parce qu'ils ont un certain charisme naturel, ça peut être une belle femme, un bel homme, quelqu'un qui parle bien ou quelqu'un qui a une carrure de leader, quelqu'un qui a naturellement un chi, un corps énergétique élevé, ou quelqu'un qui a naturellement une aisance avec l'intuition. Mais donc, on va dire que c'est un bon cheval de course. Et parce que c'est un bon cheval de course, les entités vont s'intéresser à lui parce qu'il est un bon passeur. Et entre les mondes, visible, invisible, matériel, spirituel, et c'est aussi un bon rabatteur, parce que son charme, son charisme, permet de drainer énormément de monde à lui ou à elle. Et donc l'entité va lui donner de plus en plus de pouvoir, de dons, pour réaliser de la magie. Mais la contrepartie, c'est que ces entités exigent de cette personne son âme.
Et donc, il y a une espèce d'échange, si vous voulez, où l'individu va être sorti de lui-même, les entités vont l'incorporer, elles vont réaliser les tours de magie, hein, les guérisons ou les prédictions, les annonciations extraordinaires. Sauf que lorsque l'humain revient, l'humain, il est ce qu'il est. Et l'humain, qui a été complètement pompé de son énergie vitale, a besoin d'une grande ressource énergétique à ce moment-là. Et l'humain peut être aussi un vampire. Donc il va se nourrir de l'autre, manipulation, abus, escroquerie. Donc ça peut passer par le sexe, l'argent, la nourriture, ça peut passer par des choses bien plus glauques, mais il faut à ce moment-là une grande quantité de chair, d'argent, d'énergie sexuelle pour remplir ces énergies, puisque les entités ont tout pompé chez l'être humain. Donc voilà comment à mon avis, comment ça se passe et comment expliquer une grande partie de ces êtres soi-disant, de ces êtres avatars, qui seraient des avatars ou qui seraient des figures charismatiques magiques. Certainement, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, certainement qu'il y a d'autres facteurs, d'autres explications qui ne sont pas négatives, je veux bien l'entendre. Mais je pense que la majorité ne sont pas les êtres de lumière que l'on nous dit. Chaque fois que nous déléguons, et c'est ça que je voudrais que vous reteniez, c'est que de toute façon, chaque fois que nous déléguons notre autorité intérieure, croire que seule une entité extérieure peut nous sauver, peut nous guérir, prier pour obtenir au lieu de cultiver notre souveraineté, prier pour telle divinité, prier pour tel avatar, prier euh, pour tel guide, j'en sais rien. Euh, à chaque fois qu'on délègue notre autorité intérieure, nous donnons notre énergie au système. Point barre, c'est tout. C'est tout. C'est la mécanique énergétique, c'est pour ça que je dis toujours, il faut se cultiver énergétiquement. Il faut utiliser son mental, lire, pratiquer, découvrir par soi-même, comprendre comment fonctionne le corps énergétique, comment fonctionnent les mouvements du chi entre notre aura et l'environnement, parce qu'il y a une vraie mécanique, un peu comme un manuel, un mode d'emploi, qui fait que dès qu'on se branche à l'extérieur, on donne à l'extérieur. On donne à qui? À quoi? C'est pas pour vous. Et croyez pas que ça va vous être rendu. Quand on dit oui, mais ça vous est rendu au centuple. Non, non, non. Quand vous nourrissez des entités ou des systèmes à l'extérieur, on va vous rendre. Oui, on va vous rendre. On va vous rendre parce qu'il y aura un hameçon avec. Pour vous attirer un peu plus dans cet égrégore. C'est ce qui fait que c'est séduisant au début, c'est ce qui fait que ça marche, c'est ce qui fait que vous allez vous sentir galvanisé, parce qu'il y a une espèce de picotement, d'excitation qui vient quand on est branché tout à coup à un égrégore collectif ou à une entité ou à un dieu ou à je sais pas quoi. Il y a l'excitation et une forme de pouvoir, de, de, de magie qui opère les premiers instants. Oui, c'est vrai, oui, indéniablement. Mais au final, vous êtes piégé. Au final, vous êtes en abandon de votre souveraineté. La question essentielle devient donc comment cesser de nourrir ce qui nous emprisonne. Et je vais vous parler maintenant dans mon quatrième point, de la voie de sortie, souveraineté et silence intérieur. Alors, je vous dis tout de suite, je ne vais pas vous donner une liste ici de ce en quoi il faut croire, ni de ce que vous devez faire pour sortir de la matrice. Hein. Déjà, je n'ai pas cette prétention de savoir comment le faire précisément, et de deux, même si je le savais, le but, c'est pas de vous dire voilà ce que vous devez faire. Sinon, ça n'a aucun sens. Je suis en train de vous parler d'autonomie, d'indépendance et de souveraineté. C'est pas pour me positionner en tant que leader charismatique à vous dire suivez-moi et pas les autres. Mais on peut quand même discuter, poser les bonnes questions qui font que, un peu comme en philosophie avec le processus de la maïotique, vous allez accoucher par vous-même de ce qu'est la voie pour vous. Alors, la sortie, je pense que ça vous l'avez compris, mais je le dis quand même, c'est pas une fuite évidemment à l'extérieur. C'est pas de se dire, bon, ok, alors je suis ici, ben, je vais plutôt me mettre là, ou je vais plutôt me mettre ici, je vais peut-être prendre un peu de recul, je vais aller jouer mon ermite, déménager, me mettre dans un endroit reculé, protégé. Tout ce qui va se passer à l'extérieur de vous, vous allez euh, peut-être arrêter de fréquenter un guide, ou arrêter de fréquenter un maître de stage, un conférencier, et puis en fait, vous allez aller en fréquenter un autre. Ok, bon, bah vous avez juste bougé à l'extérieur. Mais tout ça, c'est de la fuite, c'est de l'agitation à l'extérieur. Ça ne changera rien dans votre rapport à la matrice. Ce qui va changer, c'est effectivement une mutation dans notre relation au monde. Ça, c'est bien différent. Donc voici une proposition avec 4 axes pratiques
et je l'espère profondément spirituelle pour vous aider à avancer de manière souveraine. Le premier point que je veux ici vous proposer, c'est vraiment, vraiment de refuser le jugement. Je m'explique. Il faut... oui, j'avais dit que je donnais pas de consignes et je commence par il faut. Mais accepter l'idée que personne, ni entité, ni structure, ni gourou, ni avatar, ni quoi que ce soit, personne n'a autorité brute sur votre valeur. Je sais que c'est difficile parce que vous allez dire oui, mais moi j'y connais rien, et puis eux ils ont écrit plein de livres, et puis qu'est-ce qu'ils parlent bien, ils maîtrisent bien leur sujet, moi je suis qui, Vous êtes votre propre autorité. Vous êtes une âme, vous êtes l'âme, vous êtes l'esprit, votre esprit, étincelle qui elle-même serait reliée, et ça je pourrais en dire un mot à la fin, à quelque chose qui n'appartient pas à cette matrice. La seule chose à faire, c'est effectivement de l'éveiller, cette partie divine en vous, cette autorité en vous. Tant que vous serez dans un rapport d'autorité à l'extérieur, parce qu'il y aura un jugement sur lui, il est plus avancé, elle en sait plus que moi, lui, il a des capacités que j'ai pas, elle peut contacter les mondes invisibles. La comparaison fait que vous êtes dans l'autocondamnation et ça renforce les chaînes. Je vais encore citer Krishnamurti parce que quand je vous dis qu'il avait vraiment une pensée visionnaire et qu'il était très en avance sur son temps, je pense que vous n'avez pas mesuré à quel point ces enseignements sont d'une justesse et d'une rareté, d'une qualité énergétique rare. Krishnamurti nous enseignait, nous expliquait que la première des violences, qui fait que toutes les autres violences découlent de là dans le monde, c'est celle qui consiste à surimposer ce qui devrait être à ce qui est. Je devrais être plus amour, je devrais être plus aimant, je devrais être plus éveillé, plus conscient, plus puissant, plus gentil, je devrais être autre chose que ce que je suis déjà. Dès lors que vous engrammez cette violence en vous, cette scission entre je ne suis pas ça et je dois le devenir plus tard, demain, parce que je vais suivre quelqu'un, suivre un mode d'emploi, une théorie, c'est foutu. Vous créez une brèche qui est celle créée par la violence et qui va, dans cette brèche, qui va permettre à des figures d'autorité ou à des entités ou à des égrégores ou à des idées de venir s'immiscer et de renforcer cette distorsion entre vous, ce que vous êtes là, avec bien sûr vos failles, avec vos faiblesses, vos ombres, on est d'accord. Mais vous allez renforcer cette distorsion entre ce que vous êtes là maintenant et ce que vous pensez devoir devenir être dans le futur à renfort de livres, de stages, de maîtres, de gourous, de dieux, de religions, de je sais pas quoi. La lucidité, c'est ce qui va vous permettre de desserrer cet étau. La lucidité, donc, c'est faire la lumière sur vos ombres. Et ça, bien sûr, on peut s'aider d'un thérapeute, on peut s'aider de bouquins, je dis pas qu'il faut tout rejeter, c'est pas ça. Je dirais même c'est bien de s'aider de gens qui ont défriché un peu le terrain pour nous avant. Mais de ne jamais accepter l'idée que quiconque a autorité brute sur notre valeur. Ça, c'était vraiment mon premier point et j'ai pris le temps de l'expliquer parce que je pense que c'est même le plus important. Mais 3 autres encore. Reprendre son pouvoir. Ah oui, vous allez me dire, oui, facile à dire. Si on croit à cette idée qu'il y aurait des archontes ou une forme de structure de pouvoir invisible, et je trouve que c'est une idée très intéressante. Voilà, pour être franc avec vous, je ne sais pas si je la valide complètement, mais je pense que oui, il y a quand même un système avec des contrôleurs. En tout cas, si dans le monde invisible ça n'existe pas complètement, dans le monde visible ça existe bel et bien. Mais s'il y a bien des contrôleurs, donc ce seraient ces archontes, et de toute façon, voilà, retenez ceci, de toute façon qu'ils existent ou pas, ils ne peuvent exister que dans la mesure où nous leur donnons prise. Comme dans les arts martiaux. L'attaquant ne peut avoir prise sur nous qu'à partir du moment où on crée une opposition. Quand on lui donne quelque chose de dur sur lequel il peut s'appuyer, sur lequel il peut nous agripper. Reprendre son énergie, c'est donc démunir ces fameux archontes ou ces contrôleurs. Reprendre son énergie. Concrètement, ça veut dire quoi? Arrêter de projeter notre salut à l'extérieur. Je vais même vous dire, arrêtez de nourrir l'espoir que le monde va changer. Arrêtez avec ces bêtises de QAnon, de Trump, de sauveurs, de régimes politiques. Arrêtez avec les galactiques. Arrêtez avec les extraterrestres. Arrêtez avec un enseignant, un guide, un maître. À chaque fois que vous êtes dans l'attente, quand il y a ce petit truc, cette excitation qui monte parce que vous vous dites « Ah, ça y est, j'ai trouvé ».
J'ai trouvé la personne qui va pouvoir me montrer comment sortir. J'ai trouvé le parti politique qui va peut-être changer enfin la donne. J'ai trouvé euh, la vraie théorie, la vraie vérité sur la réalité de ce monde. À chaque fois que vous pensez avoir trouvé par un salut à l'extérieur, c'est foutu. Vous déléguez à nouveau le pouvoir à l'extérieur. C'est beaucoup plus angoissant, c'est vrai, et c'est beaucoup plus inquiétant de prendre ses responsabilités, de se dire je vais faire en sorte d'incarner mes propres valeurs et de ne pas chercher à l'extérieur quelqu'un qui les incarne à ma place et que je vais pouvoir suivre. Troisième point, cultiver le silence intérieur. Je vous ai parlé 2 fois de Castaneda dans cette vidéo, je vais encore en parler ici, parce qu'il parlait en anglais, inner silence, oui, le silence intérieur. Mais c'est pas simplement calmer les pensées. Cette idée de calmer les pensées, vous savez, quand on dit faire le calme, c'est une petite parenthèse, je vais revenir sur mon fil après, mais quand on vous dit de faire taire les pensées, c'est foutu là encore. C'est déjà une forme de violence là aussi. Le méditant qui dit allez, je vais faire ma bonne méditation, allez, je vais aller méditer, je vais aller calmer les pensées, faire le silence, c'est terminé, avant même de commencer. Dès lors que vous rentrez dans l'idée de méditer pour faire le silence, c'est foutu. Vous n'y arriverez pas parce que vous allez être sans arrêt en train de faire la chasse aux idées, au bruit mental, à la petite voix, aux images devant vous, etc. Calmer les pensées, dans l'idée c'est séduisant, mais ça ne marche pas. Ou alors ça marche, éventuellement, à grand renfort d'énergie pour lutter contre tout ce qui se présente. Vous vous épuisez. Donc non, le silence intérieur, c'est atteindre une neutralité. Voilà, je préfère parler de neutralité, une forme de neutralité qui rend inutile toute dépense d'énergie, et donc qui va rendre impossible toute récolte d'énergie par des entités. Je reconnais et j'accepte qu'il y a du bruit dans ma tête. Je reconnais et j'accepte que je ne suis pas calme. Je reconnais et j'accepte que j'ai des pensées parasites, ou qu'il y a un petit démon ici, ou il y a un petit juge ici. Je reconnais et j'accepte que je sens de la culpabilité. Je reconnais et j'accepte que je ne suis pas parfait. Ok, je reconnais et j'accepte. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, j'accepte de me foutre la paix. J'accepte d'être imparfait. J'accepte la méditation comme elle est. Reconnaître et accepter ce qui est, mais s'autoriser à faire différemment. Ça, c'est un point de neutralité qui fait que vous n'êtes pas en train d'engager une lutte contre ce qui est, et donc que vous n'êtes pas en train de dépenser de l'énergie à vous faire violence, qui est de la nourriture pour ces entités qui se nourrissent des colères, des frustrations, et de cette division intérieure qui fait qu'on est complètement schizophrène. Donc, exercice pratique pour vous, respirez. Faites des exercices de respiration, ça ne coûte rien, vous n'avez même pas besoin d'acheter des livres ou des stages, respirez. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent ça très bien. Cohérence cardiaque, respiration holotropique, respiration fragmentée, peu importe. La respiration, j'ai déjà expliqué, c'est déjà ce qui va mettre en mouvement votre cage thoracique et qui va faire bouger vos fascias. Tous les tissus adipeux, tous les tissus profonds, là où il y a des micro-tensions, vous allez déjà sentir par vous-même dans votre corps, là où se trouvent les cristallisations, les tensions émotionnelles, bien sûr, qui se sont cristallisées dans des muscles, dans les tissus, peut-être dans les tendons, mais respirez pour être au contact de vos émotions, au contact de votre corps. Respirez donc et peut-être aussi essayer de faire ça, de stabiliser votre attention dans la colonne vertébrale. Essayez, si vous n'avez pas de notion d'anatomie, allez jeter un œil. Allez regarder quelques planches anatomiques. Aujourd'hui, en plus, c'est merveilleux, on a des trucs, des animations 3D. Mais essayez de vous projeter dans la moelle épinière, de voir comment sont raccrochées les terminaisons nerveuses, comment c'est intriqué avec les organes, les glandes endocrines, les muscles, les vertèbres. Essayez de voir toutes ces terminaisons nerveuses, à quelle hauteur en vous ça se passe, et d'observer sans réagir. Sans réagir. Juste d'observer. Ne posez pas de jugement. Tiens, ici, ça coince. Tiens, ici, c'est serré. Oh, tiens, ici, c'est agréable. Oh, ça fait du bien, ouais. Tiens, ici, j'avais jamais remarqué, quand je bouge le bassin, là, je sens que ça engage le sacrum. Je sens que ça vient toucher quelque chose. Même si vous n'avez pas les réponses, observez. Et puis après, avec l'intelligence, donc, avec la culture, la connaissance, en allant étudier les liens entre les vertèbres, les plexus de conscience, la neurophysiologie, les terminaisons nerveuses,
les chakras, les glandes endocrines, quelle glande est associée à quelle émotion, à quel état d'esprit, à quel champ de conscience. Vous allez voir, il y a plein de liens à faire entre ce qui se passe spirituellement, énergétiquement, mécaniquement, physiquement, psychosomatiquement. Observez sans réagir, parce que là où il n'y a pas de réaction émotionnelle, il n'y a rien à manger pour les entités. Dernier point. Allez, voir à travers les illusions. Reconnaître, oui, que le décor, donc, c'était le premier point quand je vous parlais de ce monde est une pièce de théâtre, mais reconnaître que le décor est ce qu'il est, un décor. Celui qui sait qu'il regarde une pièce de théâtre ne peut plus être dupé par les acteurs. Quand vous voyez des acteurs politiques, ce sont des marionnettes, ce sont des acteurs, ils font le job, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre, ils vous proposent l'énergie que vous avez envie de recevoir. Attention, attention avec les sauveurs qui nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Les Kennedy en ce moment, par exemple, les Trump, les discours rebelles, les discours... enfin bref, soyez pas naïfs. Ne croyez pas que tout à coup le monde change et que ça y est, les révélations sont faites. Boum, les révélations, ça y est, enfin les révélations vont tomber. Attention, oulala, panique à bord. C'est vous qui nourrissez la machine quand vous vous excitez pour des marionnettes. Reconnaître donc que c'est un décor et que cette lucidité, ça aussi je vais terminer là-dessus, cette lucidité qui fait que vous n'êtes plus dupé par les acteurs, eh bien ce n'est pas vous couper de la compassion. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché ou avec lequel on discute, généralement on veut débattre, on dit oui mais non, parce que dans ce cas-là on est sans émotion. Je dis pas du tout. Le fait de voir les choses clairement ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la compassion, ou que vous n'êtes pas dans la passion, d'avoir de l'amour pour. Pas du tout. Au contraire, la lucidité permet de répondre sans se perdre. On choisit de répondre sans se perdre. On n'est pas dans la réaction émotionnelle. On choisit d'être dans une action qui est motivée par une énergie d'amour, de compassion pure. C'est beaucoup mieux. Regardez, c'est rigolo. Ces sujets-là, ils font même carrément vriller la lampe derrière. Intéressant. Bref, en combinant souveraineté, silence et lucidité, retenez ça, souveraineté, silence, lucidité, eh bien vous avez là ici, je pense, un trio qui vous permet de transformer votre relation au cycle. Vous n'êtes plus un pion, vous pouvez vraiment devenir un sujet actif, agissant, pas quelqu'un qui réagit. Et donc, on le sait, le sujet conscient, l'individu conscient, il a, lui, contrairement à celui qui réagit, le sujet conscient, l'individu conscient, il a la possibilité d'agir librement et de choisir autrement. Donc de traverser sans s'arrêter et peut-être de revenir depuis un autre point. Pas depuis le point de la dette karmique ou de la mission de vie. On a le choix de se dire oui, je veux revenir en incarnation ou de ne plus revenir du tout. Allez, conclusion, on est à 56 minutes, c'était une vidéo longue, mais je pense qu'elle est vraiment nécessaire. Bon, conclusion, quitter la matrice, c'est pas renoncer au monde. Hein, je vais être bien clair là-dessus. C'est pas de se dire, allez, je me mets en ermite, là, j'abandonne tout, je m'intéresse plus à rien, je veux plus de télé, plus voir les gens, plus nourrir quoi que ce soit, du coup, je me bloque. Non, je pense que ça, c'est une réaction, encore une fois, de protection qui émane d'une peur, d'une colère, d'un abattement, mais c'est pas une réaction saine. Donc la matrice, pour la quitter, ce n'est pas renoncer au monde, c'est clarifier notre présence au monde, la clarifier. J'ai pas mal parlé de Castaneda qui, lui, utilise l'image du guerrier voyageur. Alors je suis pas fan parce que l'idée d'être un guerrier, bon, a priori, ça veut dire qu'on engage des combats. Moi, je vois même pas ça comme un combat. Mais l'idée, en tout cas, elle est intéressante du guerrier voyageur, en tant qu'âme, hein, bien sûr, c'est que ce guerrier voyageur n'est pas celui qui détruit. Voilà. C'est celui qui se tient debout dans sa vérité. Souvenez-vous, Krishnamurti, la vérité est un pays sans chemin. Donc, être debout dans sa vérité, ça ne veut pas dire suivre le chemin qu'on a tracé pour vous dans une religion, dans une pratique fût-elle ancestrale ou une tradition fût-elle millénaire. Non, sa vérité, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi. Au-delà et indépendamment des institutions, des dogmes, des croyances, des schémas, des modes contemporaines. C'est pas parce qu'il y a des centaines de milliers de gens qui se précipitent à des stages, à des séminaires de développement perso
ou de pratiques spirituelles ou énergétiques que c'est la vérité. C'est un engouement, c'est une mode. Être debout dans sa vérité, donc c'est être souverain. Souvenez-vous, je le redis ici, souverain, silencieux, lucide. Et donc ce guerrier voyageur, eh bien, il avance sans se laisser séduire par les mirages. Donc pour vous laisser, je vous laisse avec quelques mots-clés ici que vous pourrez pratiquer, cultiver, méditer par vous-même. Emportez ça avec vous, s'il vous plaît. N'accordez pas votre pouvoir à l'extérieur. Fût-il politique, spirituel, émotionnel, mental. Est-ce qu'une chose, parce qu'elle est communément admise, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que je dois y adhérer? C'est pas parce qu'ils sont nombreux à y croire que c'est vrai. Donc n'accordez pas votre pouvoir à l'extérieur. Apprenez à dire non aux obligations superficielles. C'est la même chose, c'est le même point. C'est pas parce que beaucoup adoptent ce comportement ou vont suivre ce leader ou vont adhérer à une pensée que vous devez le faire. Dites non, apprenez à dire non aux obligations superficielles. Apprenez aussi à reconnaître les images qui cherchent à vous retenir. Les images, c'est-à-dire une image mentale peut-être, ça peut être un schéma mental, ça peut être l'image effectivement d'une personnalité qu'on nous présente comme belle, comme séduisante, mais reconnaître ce qu'est une image. Cultiver le silence intérieur enfin. C'est là que la liberté se montre. Et le silence intérieur, c'est pas de lutter contre soi pour forcer le silence, c'est de reconnaître et d'accepter ce qui se joue en nous, mais de s'autoriser à faire différemment, pour être dans un point de neutralité. Silence intérieur égale point de neutralité. Ne pas lutter contre ce qui est en nous, le reconnaître et l'accepter, mais s'autoriser à faire différemment. Silence intérieur, neutralité. Et dans ce cas-là, peut-être effectivement qu'au-delà de la maîtrise, si on arrive à faire ça, si on arrive à envisager ça sereinement, on peut peut-être se dire qu'au-delà de la matrice, effectivement, il n'y a pas une fin, mais un retour. Un retour vers une maison. Alors, les gnostiques parleraient ici du plérôme, on verra ça peut-être plus tard dans une autre vidéo, le plérôme, mais une dimension qu'on n'a jamais vraiment quittée au fond. On est ici, dans un théâtre, mais une partie de nous n'a jamais quitté la maison. D'où peut-être ce sentiment qu'éprouvent certains de nostalgie, qu'on n'explique pas, qui fait qu'on se sent jamais complètement chez soi sur cette terre, où qu'on soit. Que la maison soit belle, que le pays soit beau, peu importe, on ne se sent jamais complètement chez soi. Allez, merci d'avoir suivi ce voyage, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vais maintenant vous laisser réfléchir à tout ça par vous-même. Je fais apparaître ici, bien sûr, c'est le petit moment de pub quand même, je ne vais pas me priver de ça, mais c'est le lien vers le site internet maisonadamkara.fr. Si vous souhaitez un rendez-vous, si vous avez besoin d'aide, de faire une consultation pour faire le point, ou si vous voulez un accompagnement, je propose tout ça, coaching théologique. Je propose aussi des consultations astrologiques pour étudier votre nœud nord et votre nœud sud, ce qu'on appelle l'axe des nœuds lunaires, qui donnent des informations vraiment précieuses sur votre projet d'incarnation en tant qu'âme dans cette matrice. Mais c'est bien d'avoir des points de repère quand même. Si vous voulez aussi travailler sur vous et sur votre maison, en correction de lieu et optimisation du lieu de vie, soin de l'âme, soin de la maison, très intéressant pour harmoniser votre maison, faire en sorte qu'elle soit un allié dans votre évolution et qu'elle soutienne votre conscience. Et puis bien sûr, je vous invite vraiment, et je remercie tous ceux qui se sont abonnés à mon canal. Ça me fait chaud au cœur, mais au-delà de me faire chaud au cœur, c'est vraiment parce que j'ai cette volonté, et que je mets en œuvre, de faire des vidéos pour partager de la connaissance, pour partager des réflexions, peut-être pas apporter des réponses, mais vous amener à vous questionner. Donc, il y a plusieurs formats. Il y a les podcasts consacrés à Jiddu Krishnamurti. Il y a les rendez-vous zen du jeudi avec les vidéos sur le wabi-sabi, l'imperfection plutôt, la sagesse dans l'imperfection. Vraiment, c'est extraordinaire tout ça. C'est vraiment des aides précieuses. Je vous invite à écouter Krishnamurti, à le redécouvrir. Je vous invite à aller mettre un petit peu votre attention dans ce qu'est le wabi-sabi. Et puis bien sûr à revenir m'écouter, me voir et partager si vous voulez sur les vidéos long format du vendredi sur l'âme. Je pense aussi que je vais commencer à faire, dites-moi ce que vous en pensez, parce que vraiment c'est une première, je ne l'ai jamais fait. Mais je commence à me dire que plutôt que de faire des événements en présentiel, il y en aura. Je vais peut-être faire des événements YouTube ou Facebook, faire des lives dans lesquels il y aura des sessions de questions-réponses. Je pourrais peut-être vous présenter un sujet à l'occasion, pourquoi pas, je me suis dit de faire ça sur des rendez-vous de pleine lune ou de nouvelle lune. Ça nous donnerait par exemple 1 ou 2 rendez-vous mensuels, dans lequel il y aurait donc un live et la possibilité d'avoir une session de chat.
vous me posez vos questions, j'essaye d'apporter des réponses, mais en tout cas, ce serait l'occasion d'avoir un rendez-vous en direct. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai trouvé que ça pouvait être une idée pour peut-être créer un petit peu plus de liens et pas être juste dans le format vidéo où c'est moi qui parle et vous qui commentez, mais on pourrait essayer d'avoir une interaction un petit peu plus soutenue. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse 1 heure de vidéo, c'est long, mais c'est le temps qu'il faut pour mener une réflexion. À bientôt.